Hervé Juvin, pour vous, ce qui pose problème aux identités, pas seulement en France, pas seulement en Europe, partout, c'est la mondialisation. C'est ce qui se passe en Bretagne pour vous, là ? C'est en partie la mondialisation, c'est en partie la conséquence d'un modèle agroalimentaire de production de masse, nourrir la France avec une nourriture de bonne qualité à bas coût, qui ne tient pas devant la concurrence mondialisée. Je pense à l'accord catastrophique que l'Union européenne vient de nous imposer avec le Canada. En gros, en faisant sauter toutes les normes sanitaires, on va pouvoir importer de la viande du Canada sans aucun contrôle en Union européenne. Les Bretons sont victimes de ça. Les Bretons sont victimes d'une stratégie allemande qui se base sur l'absence de salaire minimum, l'importation de salariés à très bas prix et qui a tué, par exemple, les abattoirs bretons. Alors on va pas faire un débat économique, évidemment. La Bretagne est face à une situation où elle va peut-être perdre, certains disent, le tiers des emplois de l'agroalimentaire. Et ça pose un problème culturel. Collective. Voilà, c'est un problème culturel. Je crois, et je ne veux pas revenir sur le débat que vous aviez tout à l'heure, je crois que la souffrance identitaire est plus grave que la souffrance économique. J'ai peur d'ailleurs que nous vivions des épisodes assez agités en France à ce sujet. Moi, ce qui me frappe en Bretagne, et j'ai entendu votre histoire, c'est une belle histoire française, celle que vous nous avez racontée. C'est comme extraordinaire, la Bretagne. La Bretagne, il n'y a pas si longtemps, on va employer la formule de De Gaulle, la Bretagne, elle était blanche et chrétienne. C'est le pays, c'est la région de France où le Front National a toujours fait ses plus forts scores. Il n'y a pas un seul élu Front National en Bretagne. C'est très intéressant. Il y avait c'est plus mauvais score. Il y a une très forte identité. L'identité bretonne, enfin la Bretagne, ça a été la partie de la France la plus ouverte au monde. Il n'y a pas un lieu dans le monde de Diego Suarez au port du Labrador, de Sydney au fin fond de l'Afrique où il n'y a pas des Bretons qui ont grandi, qui ont travaillé, qui ont aimé, qui ont souffert. Ils sont revenus sur leur petit coin de terre, Alain Finkielkraut, au pied de leur église, mourir dans le petit cimetière de leur village. C'est ça l'ouverture au monde aussi. Écoutez ça, monsieur. C'est une figure imposée du débat. C'est une figure imposée du débat. Le nom, c'est quand même Finkielkraut. Je crois que ce qui se passe en Bretagne, c'est effectivement que cette région ne veut pas et ne va pas mourir. Et elle est en train de retrouver le souffle des années 60. Le souffle des années 60, c'est quand un jeune paysan à peu près illettré, qui s'appelait Gourvenec, a pris d'assaut la sous-préfecture de Morlaix, s'est retrouvé à 20 ans dans le bureau de Pompidou qui a dit « Qu'est-ce que vous voulez ? On veut une ceinture de route à 4 voies gratuite et on veut des universités pour que les jeunes Bretons apprennent au pays, qu'ils puissent créer des entreprises, grandir et travailler au pays. » Et que notre langue soit respectée. Je suis breton, vous oubliez de dire une chose qu'il a revendiquée. Non mais attendez, ça veut pas dire son identité. C'est-à-dire qu'il a revendiqué une identité économique et une identité culturelle. La langue bretonne, je suis breton, donc je vous ai écouté parler. Hein. Ma culture à moi, elle est autant la Bretagne que la France. J'ai le droit d'avoir une double culture, et pour autant, j'aime autant ma Bretagne que ma France. Et aujourd'hui, quand je vois cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe? On a à un moment tellement pas écouté ce qui se passait en Bretagne, que cette région qui est un équilibre très compliqué, la Bretagne. C'est-à-dire que ça peut se déséquilibrer très simplement. On a déséquilibré parce qu'on ne s'est pas posé à un moment la question de ce qui faisait et nos particularismes régionaux et nos particularismes nationaux. Il y a le même problème en Guadeloupe en ce moment, vous vous en rendez compte. On a oublié nos outre-mer, et tout le monde est surpris qu'il y a, pour une population 2 fois moindre, plus de crimes aujourd'hui en Guadeloupe qu'à Marseille. Pourtant, on croyait que Marseille et la Corse, c'était le sommet, pas du tout. Aujourd'hui, la région la plus pauvre de France, peut-être même d'Europe, c'est la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons réussi à produire, nous Français, quelque chose qui est presque pire que le colonialisme. C'est que nous avons créé un petit caillou qui n'a plus aucune alternative économique, dont les enfants n'ont plus aucune autre alternative qu'être au chômage. Alors, nous avons, nous, produit ça, pourquoi? Permettez-moi, je voudrais juste revenir, parce que la question les problèmes identitaires que vous soulevez les uns et les autres sont liés, ne sont pas liés seulement à l'immigration, ils sont liés également à la mondialisation. Mais bien sûr. Comment voulez-vous que la Bretagne se batte contre les coûts de production du Brésil? Comment voulez-vous que la Bretagne se batte contre des pays qui font de l'agroalimentaire pratiquement sans salaire minimum? Ce qui me paraît intéressant dans la Bretagne, c'est le fait que la mondialisation a conduit la Bretagne sur un modèle qui n'est pas soutenable, parce que la Bretagne, elle est allée loin dans la pollution de ses sols, elle est allée loin dans l'empoisonnement de la terre, elle est allée loin dans le saccage de ses côtes. Exactement. Et je crois que c'est ce qui provoque la colère. Et la Guadeloupe, c'est pareil, le saccage de ses côtes a le même problème. La colère. Mais bien sûr. La colère des Bretons, c'est qu'emportés dans un modèle économique qui est absolument non soutenable, ils ont détruit leur territoire eux-mêmes. Exactement. Et je pense que ça, c'est la source d'une colère qu'on va certainement voir monter dans les mois à venir. Une demande qui me paraît très importante des Bretons, parce qu'elle n'est pas éloignée de nos sujets. Aujourd'hui, les Bretons disent « Mais elle est où notre épargne ?» La Bretagne épargne beaucoup. Les Bretons disent on a beaucoup d'entreprises, un dynamisme. Quelle congruence il y a? Qu'est-ce qui reste sur le territoire des impôts que l'on paie, des efforts qu'on a consentis depuis 30 ans pour produire? Qu'est-ce qui revient au territoire? Et je crois que cette notion-là, elle va compter de plus en plus. Qu'est-ce qui revient sur mon territoire?
qu'est-ce qui me permet de maîtriser ce qui se passe sur ce territoire et qu'est-ce qui me permet de me projeter avec confiance parmi les miens. Je pense que ces thèmes-là sont en train de monter. Il y a une question que je voulais vous poser, Alain Finkielkraut, qui est liée à celui, c'est que quelque chose dont vous ne parlez peu, est-ce que c'est parce que vous n'en souffrez pas, est-ce que ça vous paraît secondaire, c'est l'américanisation. Ça n'a rien à voir, mais quand vous parlez de mondialisation, je sais que dans votre livre, Hervé Juvin, vous parlez aussi d'américanisation du monde. L'américanisation ne pose pas de problème à vos yeux, à cette identité française que vous dites malheureuse? Je n'aime pas beaucoup le mot d'américanisation parce qu'il impute à un endroit déterminé du monde un processus qui est celui au moins de toutes les démocraties occidentales. Castoriadis parlait magnifiquement de la montée de l'insignifiance. Et il est vrai que le mépris du passé entretient cette insignifiance parce que quand on n'a plus de passé derrière soi, on n'a plus non plus d'ossature, on s'effondre, on s'avachit complètement. On ne peut pas résister ni au McDo, la France est le deuxième marché mondial des McDo. Oui, il est ni vrai au quand McDo, même. ni au divertissement. En même temps, je trouve que la temps. cuisine française résiste assez bien, mais il y a une autre forme d'américanisation qui me paraît très inquiétante, c'est l'arrogance d'un certain nombre d'intellectuels américains ou surtout américaines face au modèle français, notamment au modèle français, cher semble-t-il à notre cœur, puisque vous avez lu lors de Paris, de la mixité, ce qui effectivement suscitait la curiosité, voire l'enthousiasme des étrangers. La France, patrie des femmes, disait Hume, avant la Révolution, avant l'égalité. Une présence, une visibilité heureuse du féminin. Cela a conduit Claude Habib à réhabiliter la tradition galante Mona Ozouf a parlé d'une singularité française du féminisme. Et voilà maintenant que des Américaines viennent nous dire tout cela c'est du flan, ce qu'il faut c'est imposer en France notre modèle, puisque la France est une terre d'immigration, donc qu'elle devienne un modèle multiculturel. Rien n'est pire que la partialité pour le mode de vie majoritaire, même si c'est une belle tradition de la mixité. Il faut respecter le voile, il ne faut pas interdire la burqa, chacun doit pouvoir être... Il n'y a pas de limite à la liberté religieuse, disent ces Américaines, qui, si vous voulez, piétinent d'impatience devant le fait que la France n'est pas encore l'Amérique. Eh bien, c'est pas que les Américaines, c'est les Américains. Mais je crois que beaucoup d'universitaires américains raisonnent comme cela. Et ça, c'est une forme d'impérialisme exaspérant. Si l'on veut de la diversité dans le monde, que l'Amérique reste l'Amérique et qu'elle laisse à la France le droit, si vous voulez, de perpétuer son modèle à l'intérieur de ses terres. Ne parlons plus d'universalité de la laïcité française, parlons de francité de la laïcité française. Soyons modestes, soyons modestes. Non, ce que les Américains critiquent chez nous, ils considèrent que nous sommes liberticides, voilà, en matière de religion, pas en matière de comportement, et en matière de culture et en matière de religion, parce qu'ils veulent leur modèle multiculturel. Le modèle que vous nous prétendez être américain touche une infime minorité qui, même aux États-Unis, est contestée, qui, même dans les études du féminisme ou des cultural studies, est intimement minoritaire. Et ce modèle-là n'arrive même plus aujourd'hui à fonctionner aux États-Unis, qu'il essaie de s'exporter chez nous. Vous parlez d'une infime minorité pour tenter de faire peur que là-bas arrivera un nouveau modèle multiculturel. Il est déjà là. Mais non, mais personne. Non, le modèle dont vous parlez. Mais personne ne revend ce modèle-là. Mais vous mélangez tout. Attendez, dès que vous voyez de toute façon un poste, dès que vous voyez un poste ou un multi, de toute façon vous paniquez. Calmez-vous, tout va bien se passer, on va vous expliquer. On va vous expliquer. Non, pas ce soir, pas les gender studies ce soir. Une chose importante. Vous n'avez rien à m'expliquer. Vous avez à me parler, mais rien à m'expliquer. Une chose importante, qui est quand même importante à expliquer, c'est qu'aujourd'hui, ces modèles-là sont en entrechoquement, nous pouvons parler avec eux, nous pouvons nous opposer, nous pouvons proposer des contre-modèles. Ce ne sont pas des modèles hégémoniques. Ils arrivent du monde universitaire américain. Apprenez aussi à écouter qu'une indienne, qu'un noir américain soit dans une université aujourd'hui puisse parler qu'un Achille Mbembe, dont monsieur parle dans son livre. Alors qu'il n'est pas sud-africain, qui est un Camerounais. Qu'un Achille Mbembe aujourd'hui puisse venir parler de post-colonial, nous expliquer que le monde doit se regarder en le décentrant. Vous voyez bien que ces écoles-là nous permettent de regarder le monde différemment, mais ils ne nous imposent pas leur modèle. Nous apprenons à dialoguer avec eux. Ils n'y arrivent pas vraiment. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Et en plus, ils n'y arrivent pas vraiment. Et en plus, il y a une expression américaine quand même que je voudrais signaler aux téléspectateurs.
pour le curriculum de la culture occidentale, on parle des DWEMs, Dead White European Males. Dead White European Males, les morts blancs, etc. Eh bien, ça va de Platon à Lévinas. Donc voilà, donc c'est quand même assez étrange, et ça veut bien dire que le multiculturalisme pénètre même l'enseignement. Donc il est très très présent aux États-Unis et beaucoup d'Américains nous font la leçon. Le temps qui nous reste, je voudrais qu'on aborde la question de la transmission et de l'héritage, parce qu'après tout, quand on a un problème identitaire, si tant est que nous avons un problème identitaire, peut-être pas, ce serait peut-être parce qu'on ne sait plus quoi défendre, ou on n'en est plus fier, ou on n'aime plus ça, ou ça n'est pas été transmis, ou on n'en a pas hérité. À savoir, alors, Alain Finkielkraut, on connaît votre position sur celle-ci, mais vous pouvez peut-être nous le redire. Je serai très bref, si vous voulez. Il y a toutes sortes, on dénonce toutes sortes de crispation, on parle de judéophobie, on parle d'islamophobie, il y a même en France une très forte francophobie, l'injure sale français existe, mais moi je vois une autre allergie extrêmement inquiétante se développer. J'en ai pris conscience tout récemment en lisant un article de Dominique Rousseau, une tribune dans Le Monde, c'est un constitutionnaliste, parlant d'une formation résolument tournée vers l'avenir. Et il dit que les gens vont chercher leur inspiration encore dans le grenier. Voilà. Il met en cause cette culture du grenier qui est au fond celle du Front National. Donc je vois se développer quelque chose que j'appellerais, je risque ce néologisme ici, une antéphobie. C'est-à-dire un véritable rejet du passé. Une sorte de haine. Ce passé ne vaut rien, ni moralement, ni politiquement, ni culturellement. Alors, si vous me le permettez, je terminerai simplement avec une citation de Simone Veil que je trouve admirable. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder, et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les trésors de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. Et c'est ce trésor-là, me semble-t-il, qui est particulièrement d'ailleurs somptueux en France, que nous oublions aujourd'hui d'entretenir. Hervé Juvin ? C'est ce qui me fait très peur dans la grande séparation actuelle. Et j'avoue sur ce point, Alain Finkielkraut, mon anti-américanisme. Pourquoi ? La grande séparation, c'est la séparation qui veut que l'homme oublie tout de son passé, de ses origines, de ses croyances, qui soit en quelque sorte une page blanche sur laquelle seule sa volonté, son caprice, va écrire son avenir. Ça me fait très peur, parce que je crois que l'homme indéterminé, c'est l'homme de rien, et que c'est l'homme de toutes les aventures, et ça peut être l'homme de toutes les violences. Ce qui fait, je vis beaucoup aux États-Unis, j'aime ce pays et j'y vis bien. Mais enfin, n'oublions jamais que le modèle américain est construit sur l'extermination des indigènes. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser toutes les ressources du sol? Pourquoi est-ce qu'on peut faire le gaz de schiste, etc. Parce qu'on a tué tous les indigènes. La question du premier occupant ne se pose pas. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler avec des juristes canadiens sur le droit des natives, les Inuits, et ce qui reste d'Indiens. C'est très drôle pour un Français de les voir se contorsionner de tous les sens, parce qu'il faut bien donner des droits aux natives, mais il ne faut surtout pas reconnaître le droit du premier occupant. Ça, c'est Hobbes, c'est Locke. Seul le travail fait la propriété, que nos amis américains, les fonds de pension, les fonds d'investissement, Goldman Sachs, transforment très bien en tout territoire, toute ressource, partout dans le monde, appartient à celui qui en tire le rendement financier le plus élevé. Ça, je regrette, c'est l'extermination des indigènes, c'est la mise hors sol du monde, c'est la fabrique d'hommes de rien, qui n'ont plus ni mémoire, ni identité, ni croyance, ni appartenance. Et je suis désolé, mais j'ai peur que ce soit des hommes de toutes les violences. Sur ce sujet, Abdelraouf Dafri ? Le communautarisme, c'est là-dessus que s'est bâtie l'Amérique. On le voit très bien dans le film de Michael Cimino, La Porte du Paradis. Les Irlandais sont entre Irlandais, les Italiens entre Italiens. C'est leur principe fondateur, les communautés. La France, elle s'est bâtie sur autre chose. Elle s'est bâtie sur la République, la laïcité. Il y a eu la Révolution de 1789. La République est une et indivisible. Nous sommes tous français. Alors nous avons nos particularismes. Il a le droit de défendre la Bretagne qu'il aime. J'ai le droit, moi, de défendre la France. Le communautarisme est ce qui peut arriver de pire. Je me sentirais très mal dans une pièce où il n'y aurait que des Arabes. Je me sentirais très mal dans une pièce où il n'y aurait que des Juifs ou que des Noirs.
Ce qui m'intéresse en France, c'est qu'on continue à vendre et à vanter ce principe qui m'a permis de grandir dans ce pays, à savoir qu'on se mélange tous. Il faut pas. Si on commence à rentrer dans la division, c'est pour ça que je vous ai fait ce reproche et que je vous ai un peu rentré dedans, parce que vous n'arrêtez pas de pointer des gens en fonction de leur religion. Il faut pas. Ce sont des Français, et croyez-moi, ils ont déjà bien assez de problèmes avec le système économique dans lequel on est. Et ils se reconnaissent comme Français. Après, ils ont des particularismes, comme un Corse. Est-ce que les Corses, on va dire qu'ils ne sont pas Français parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'avant tout, ils sont Corses? Non, ils sont Français, ils le savent. Le communautarisme est la pire des choses qui puissent arriver. Moi, je passe mon temps aussi, de temps en temps, que ce soit sur Facebook ou dans la réalité ou dans les quartiers, à me prendre la tête avec des jeunes de quartier qui me disent « les Français ceci ». Je fais « ce pays t'appartient ». Ce pays pratique le droit du sol, pas le droit de sang. Oui, ils disent les Français. Mais c'est normal, parce qu'en face, les médias leur envoient les musulmans. Non. Si. Et vous ne pouvez pas y échapper à l'infidélité. Ça marche dans les deux sens. Je dis juste pour dire qu'il y a un problème. Et moi, j'essaye Et d'analyser nous, ce on essaie, problème. mais nous aussi. Je ne pointe personne. Je dis simplement qu'à force du refus de toute stigmatisation, on vit dans un univers hors sol et aussi politiquement correct où on ne regarde rien. J'essaye juste de regarder les choses, d'ouvrir les yeux. Il faut toujours dire ce qu'on voit, disait Peggy, et ce qui est encore plus difficile, il faut voir ce qu'on voit. Parce que Alain Finkielkraut, l'idéologie la nous dernière fois, aveugle. Il faut voir ce qu'on voit, c'est tout. Ouais. Pardon. La dernière fois que vous êtes allé dans un quartier où vous avez rencontré des vrais musulmans, vous citez Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, il avait une particularité, c'est qu'il allait voir les populations au plus près, dans des endroits où moi, il n'est même pas question qu'avec ce costard, j'y mette les pieds. Mais quand est-ce que vous êtes allé dans un quartier pour rencontrer les musulmans et discuter avec eux? Mais je vous emmène, avec grand plaisir. Moi-même, vous savez, je m'appelle Abdelraouf Dafri. J'ai écrit une série qui s'appelle La Commune. J'ai fait une connerie pendant le casting, c'est une anecdote. Pendant le casting, il y a un personnage, je fais court, il y a un personnage de femme, il y a un arabe qui ramène une fille du bled, du pays, parce qu'il pense qu'elle va être plus soumise et qu'elle va fermer sa bouche. Et elle porte le voile, et pour lui, comme elle porte le voile, elle est sanctifiée. Et en fait, cette fille, elle découvre tout de suite qu'elle a des droits en France. Et que, comme elle est mariée à un Français, elle devient française. Donc elle se débarrasse du voile et elle cherche à se débarrasser de ce mec-là. Et elle va dans une cave et elle commence à masturber intime dans une cave. Et on m'a dit, les mecs de quartier se sont réunis, ils ont menacé de bloquer le tournage en me disant, une sœur, elle ne fait pas ça. Vous savez comment on a parlé pendant 3 heures. Ils ont voulu me censurer. Je leur ai montré, ils m'ont dit, une femme qui porte le voile est forcément une sainte. Je leur ai montré une photo de l'Iran. Et en Iran, je leur ai montré des grues au bout desquelles étaient pendus des trafiquants de drogue. Et parmi ces trafiquants de drogue, il y avait une femme voilée. Je leur ai dit, visiblement, dans la pire théocratie musulmane du monde, visiblement, la femme n'est pas une sainte puisqu'elle faisait du trafic de drogue. Et ils ont commencé à comprendre. On a fini par trouver un terrain d'entente, mais on a réussi à faire le film. Je pense que c'est possible. Et parce que c'est possible. La question, c'est dialoguons. Moi, je vous emmène dans un quartier voir des musulmans Mais quand c'est vous pas voulez. moi, c'est pas moi Dernier- qui ai inventé Monsieur les Villers-Cros, territoires perdus de la moi, je suis République. historien. Dernier Non, mot de- c'est le gouvernement qui les a lâchés. Non. Dernier le mot gouvernement de qui les a lâchés. Pascal Milliards d'euros Blanchard. dans ces Monsieur territoires. Pécresse, moi je suis historien, donc vous me parlez d'histoire, vous croyez être passé, ça m'intéresse. Ce que je vais vous dire, c'est que la meilleure manière de transmettre notre histoire à l'ensemble de ceux qui vivent sur le sol de France, c'est justement d'avoir maintenant un regard lucide sur notre histoire. Vous ne pouvez pas leur raconter qu'une histoire d'un mythe. Vous devez accepter, nous avons cette chance de toute génération, monsieur l'a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, nous sommes capables de dialoguer entre nous, mais nous devons aussi apprendre à dialoguer avec le passé. Vous avez dit, c'est dur de regarder peut-être toutes ces pages sombres, et en même temps, Bah, dis donc, non, laissez-moi finir. Vous savez les vertus d'avoir regardé les pages sombres d'une certaine époque dans la France des années 50, 60, 70. C'est pas facile d'ouvrir la page coloniale. C'est pas facile d'ouvrir l'histoire de l'immigration. C'est pas facile de regarder l'histoire de la mondialisation. Nous, les peuples premiers, on sait ce que c'est en Guyane. On a aussi des problèmes. Accepter de regarder toutes ces histoires et de dialoguer, c'est compliqué, vous avez raison. C'est mouvementé en ce moment. Il y a beaucoup de roulis dans tous les sens. Dans les quartiers populaires, c'est pas facile. Mais vous devriez peut-être écouter cette histoire, voire même l'histoire des quartiers populaires. Elle vous apprendrait celle de vos pères et de vos grands-pères, comme les miens, qui peut-être dans les bidonvilles ou dans les petits quartiers, ont eu des vies de pauvres et ont construit leur destin, vous le savez très bien, comme ça. Mais en mon préparant. Mon père était rue Jean-Pierre Timbaud. Exactement. Et on ira visiter ensemble. Mais la rue Jean-Pierre et Timbaud, ce que si je veux vous voulez dire par là, bien. vous On savez ira les dans vertus. boutiques de la rue Eh Jean-Pierre ben, Timbaud. écoutez Petit l'histoire des pères, maroquinier dans la rue écoutez l'histoire Jean-Pierre des Timbaud. pères et des grands-pères de ceux qui vivent dans les quartiers populaires Oui, aujourd'hui. oui. Ils ont autant de valeur que la mienne ou la vôtre. Oui, oui. Parce que c'est cette histoire commune qui fait l'histoire de France. Il n'y a pas que les mythes à transmettre. Toutes les histoires Aucun méritent mythe. d'être transmises. Chez les Toutes œuvres, les mais pas histoires. les mythes. On s'arrête là pour ce sujet-là. On va libérer Alain Finkielkraut parce que, attendez, parce que vous avez été beaucoup mis à contribution.